Ces jours, la province enregistre 31 morts dans le camp de réfugiés de Kouamout est attendu à un niveau record de 2,15 millions de tonnes en 2022-2023. Ces stocks permettra au pays de Négus de conforter son statut de premier consommateur en Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Au cours de cette session d'information, nous avons le réel plaisir de recevoir un invité. Il s'agit de Monsieur Isaac Nguinza. Il est directeur de publication de Diaspora Positive Magazine, également expert en conflit armé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons nous apaisantir sur l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Bonsoir, Monsieur Isaac. Bonsoir, chers confrères. Merci d'être là sur notre plateau. Je profite de l'occasion pour vous remercier de cette invitation et remercier aussi le promoteur de cette chaîne, Willy Kalengai, et je le félicite beaucoup pour le cadre que j'ai constaté ici, le bureau, vos plateaux. Ça montre vraiment le niveau du modernisme et de professionnalisme dans ce que vous faites. Et je profite aussi de cette même occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Géopolis Télévision. Merci pour ces compliments. Voilà, je vais vous revenir le temps de commencer ces journaux. En commençant cette édition avec une brève. Après le vœu du président Félix Tshisekedi de révisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties, l'Assemblée nationale va également s'épancher sur le contrat signé entre la République démocratique du Congo et les groupements des entreprises chinoises. L'annonce a été faite lors de la plénière de ce mardi 21 mars 2023 par le président de cette chambre basse, Christophe Mbosso, qui a également insisté sur la nécessité de faire respecter le code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lancé le travaux de construction du nouveau bâtiment du secrétariat général à la primature. Ces bâtiments devra abriter les archives du gouvernement central. La cérémonie a eu lieu devant le membre de l'administration de la primature et du cabinet du chef du gouvernement. Jean-Michel Sama-Lukonde a par cette occasion encouragé la collaboration qui existe entre le cabinet politique et l'administration de la primature. Fiston Lego. Bientôt, le secrétariat de la primature aura un nouveau bâtiment. Il s'agit d'un édifice qui est nommé bâtiment Sama-Lukonde, en croire le secrétaire général de la primature. Les travaux de construction sont confiés à l'entreprise Asia Construct SARL, qui a déjà perçu les 30% du montant global du projet, frais nécessaires au lancement des travaux. Ils dureront 6 mois maximum pour un coût de plus de 2 millions de dollars américains. C'est un bâtiment d'un étage avec 12 bureaux et une salle de réunion. Le rez-de-chaussée aura 11 bureaux, puis une cave qui gardera les archives du gouvernement. Et cette cave aura en son sein une salle de réception, une salle d'attente, un rayonnage, une salle de classement des archives, une salle de numérisation et une salle de lecture type bibliothèque et quelques bureaux selon les informations de la primature. Le secrétaire général à la primature a sollicité du chef du gouvernement son engagement pour que les 2 tranches de financement de ces travaux soient liquidées en raison de 40% pour la deuxième et 30% pour la troisième. Le Premier ministre a, dans son allocution, apprécié la franche collaboration qui existe entre son cabinet politique et le secrétariat général de la primature. Je voudrais bien sûr remercier le secrétariat général pour m'avoir impliqué dans ce processus qui va permettre d'abord d'avoir ce bâtiment des archives et puis par la suite cette transformation du bâtiment du secrétariat général de la primature. Moi, je vois ici un chiffre, c'est le chiffre 6, 6 ans. C'est le temps que ça a pris pour pouvoir arriver à ce moment. Et 6 mois, le temps qui nous sépare de la réalisation de ce projet. Le chef du gouvernement qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de cet édifice a aussi appelé par ailleurs le personnel administratif de la primature à redoubler d'efforts dans l'exécution de leurs tâches.
Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, a échangé avec le caucus des députés nationaux de l'Ituri sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale. À l'issue de l'audience, le porte-parole de circonstance du caucus, le député Berokan Nono en a dévoilé le contenu. Propos recueillis par Voldi Kengi. Nous sommes venus voir la CENI pour poser plusieurs problèmes liés à l'enrôlement des électeurs de notre province. Comme vous le savez bien, la CENI a fait une prolongation de 15 jours, mais nous, caucus, après analyse, après avoir été sur le terrain, parce que la plupart de nous ici sont déjà enrôlés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs difficultés qui font qu'à ce jour, nous avons constaté que le nombre d'enrôlés est trop faible. C'est pourquoi nous sommes venus poser le problème à la CENI pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de l'Ituri et le Nord Kivu d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de déplacés et ajouter à cela des problèmes techniques. Et nous nous sommes dit que les 15 jours que la CENI nous a accordés, auxquels nous avons d'ailleurs dit merci, nous nous sommes dit que ces 15 jours nous paraissent insuffisants. C'est pourquoi la CENI nous a reçus à travers son premier vice-président et les autres membres de la CENI ici. Après échange, nous avons été très satisfaits parce que le premier vice-président a été réceptif et toute son équipe pour essayer de voir comment elle pourra poser ces problèmes à la plénière de la CENI pour essayer de pallier à ces problèmes que nos deux provinces sont en train de traverser. Comme vous savez, ces deux provinces sont des provinces sous état de siège. Il faudra que la CENI soit plus ou moins clémente par rapport à tous ces déplacés qui errent tous les jours en insécurité. Et il suffit qu'il y ait un seul coup de balle tiré, tous les centres est vidé. Monsieur Isaac Ngouinza, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Diaspora Positive Magazine et expert en conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous suivez l'actualité liée au processus électoral en cours en RDC. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de ces processus dans son ensemble et celui de l'enrôlement des électeurs qui est déjà à sa 3e heure opérationnelle? Merci, chers confrères. Dès le lancement de ce processus électoral, on n'a jamais entendu de difficultés, par exemple, d'ordre organisationnel au niveau de la CENI et d'empêchement quelconque de bandits ou de rebelles là où se déroulent les opérations de l'enrôlement des électeurs. Il n'y a pas de problème. Les processus évoluent bien. Maintenant, quant aux provinces sous l'état des sièges tels que l'Ituri et le Nord Kivu, je pense que les députés de l'Ituri qui sont allés voir le responsable de la CENI ont raison dans la mesure où, dans des zones opérationnelles, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs déplacements de population et certaines personnes n'ont pas pu être enrôlées en temps réel. Et si ces députés peuvent plaider pour prolongement d'identification des électeurs, tant que cela n'entrave pas le calendrier électoral, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Mais le vrai problème est que même si on prolonge le jour pour l'enrôlement des électeurs, mais que ça ne puisse pas déranger le calendrier électoral en cours. Je pense que c'est ce qui est plus important. Et on demande souvent prolongation quand on remarque qu'il y a faible participation, non pas faible participation, mais faible résultat des enrôlés. Je pense que c'est une revendication réelle que la CENI ne doit pas négliger. Je pense prolonger de 15 jours ou plus ne pourra pas poser de problème si ça ne perturbe pas le calendrier électoral ou encore les moyens techniques mis à la disposition de la CENI. Monsieur Isaac, nous venons de suivre le député,
là c'était le député national, mais les députés provinciaux de ces deux provinces plaident pour encore un prolongement de 15 jours de cette opération et c'est presque dans toutes les aires opérationnelles. Et c'était la même situation aussi dans d'autres. Mais qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Bon, cela signifie d'abord, ça traduit le vouloir d'une forte participation des électeurs ou des Congolais aux élections. C'est-à-dire que les députés de ces coins veulent que les Congolais qui vivent dans leur province puissent en tout cas participer massivement aux élections. Quand on se rend compte qu'il y a un bon nombre de Congolais qui n'ont pas pu obtenir des cartes d'électeurs, c'est tout à fait normal que leurs représentants puissent plaider leur cas auprès des autorités compétentes qui puissent prolonger ces processus ou cette opération d'identification des électeurs. Ça signifie tout simplement que ces députés veulent voir une forte participation des électeurs de leur coin. Merci, Monsieur Isaac. Je poursuis avec les journaux et puis je vais vous revenir. Merci. La province du Kwilu a atteint à ce jour 31 morts dans le camp de déplacés de Kwamouth et de Bagata qui avaient fui les atrocités suite à au conflit entre Teke et Yaka, un conflit qui s'est éclaté depuis juin 2022. Le dernier cas de décès en date est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui souffrait du diabète aggravé par la malnutrition dont souffrent plusieurs déplacés. Patrick Elonga et Stani Samba. Selon certaines sources, la situation empire dans des camps de fortune dans la province du Kwilu à mesure que les affrontements refont surface après un moment d'accalmie dans le territoire de Kwamouth où le conflit Teke-Yaka a donné naissance à un groupe insurrectionnel du nom de Mobondo. D'après les sources dans la province du Kwilu, les personnes les plus affectées par la malnutrition sont âgées de 0 à 17 ans ainsi que les personnes de troisième âge. Ce sont là les catégories d'âge les plus vulnérables à la précarité dans les camps de déplacés à Kwilu. À ce jour, on dénombre 31 décès parmi les déplacés qui vivent dans la précarité et manquent de tout. La province de Kwilu abrite actuellement 43 361 déplacés de Kwamouth et de Bagata. Mais à ce jour, de nouvelles vagues sont signalées suite au regain de violence après l'attaque du village Kinsele qui a fait au moins 15 morts. Selon les autorités congolaises, les membres du nouveau mouvement insurrectionnel multiplient des attaques jusque dans les villages autour de la commune rurale de Maluku. Depuis presque 9 mois, le conflit dans la province du Mai-Ndombe a fait près de 250 morts. Fin 2018, plus de 530 personnes avaient été tuées dans des violences intercommunautaires dans la même province de Mai-Ndombe, dans le village de Yumbi au nord de Kwamouth. Monsieur Isaac Ngwenza, il y a aussi cette question d'insécurité concernant le processus électoral dans certaines localités dans la province du Nord Kivu. Est-ce que cela peut compromettre l'organisation du prochain scrutin électoral, d'après vous? Bon, moi je pense que pour consolider la démocratie, il s'avère impérieux d'organiser à tout prix les prochaines élections législatives et présidentielles en République démocratique du Congo. Comme ça a été le cas en 2018. Comme c'était le cas en 2018, l'insécurité à l'Est ne date pas d'aujourd'hui, c'est plus de 2 décennies. Malgré des conflits armés dans la partie Est du pays, il y a eu des élections en 2006, il y a eu des élections en 2011, il y a eu des élections en 2018, bien qu'avec glissement, c'est qu'on ne souhaite pas aujourd'hui. Et je pense que ne pas organiser les élections dans le prescrit constitutionnel, ça sera comme un coup brutal à notre jeune démocratie. Et je pense que dans les territoires sous occupation de rebelles du M23, par exemple, il faudrait, je ne sais pas, par des négociations ou par des accords, permettre qu'il y ait enrôlement des électeurs et qu'il y ait vote pour que les habitants de ces territoires puissent aussi avoir des représentants au niveau du Parlement. Mais ça va donner une mauvaise impression au niveau national et international, ou donner une odeur d'une certaine complicité avec les rebelles. S'ils peuvent accepter qu'il y ait enrôlement, ils sont toujours là, ils occupent toujours les territoires, ça serait un problème. Mais je pense que le souhait de tout Congolais est que, par des voies diplomatiques ou militaires, que la RDC ou le gouvernement arrive à réussir à mettre fin
à cette occupation de cette portion du territoire. Qu'est-ce qui doit être la priorité? Mettre fin d'abord à l'insécurité et au désordre, au bruit de bottes, et puis organiser les élections, malgré Je pense que l'idéal serait d'aller aux élections sans qu'il y ait un seul groupe rebelle au pays. Si par exemple, ça c'est mon propre point de vue, à son accession à la magistrature suprême, si le président Félix Tshisekedi avait déclaré que nous n'irons pas aux élections tant qu'une portion du territoire est sous occupation des rebelles, et que tout Congolais l'intériorise, ça n'aurait pas posé de problème aujourd'hui. et le faire. Mais le problème, c'est que, accédant à la magistrature suprême, le président Tshisekedi, faisant son premier voyage à l'Est, il a déclaré que trop c'est trop, la guerre à l'Est doit s'arrêter. Même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne, je le ferai. C'était ses déclarations fortes. Et nous avons vu, quand il a accédé au pouvoir, avec les 2 premières années, avec l'accord FCC-Cash, on n'a pas senti la plénitude du pouvoir au niveau des chefs de l'État pour prendre certaines décisions. Il a fallu attendre 2 ans, briser l'accord FCC-Cash pour décréter état de siège, parce qu'après 2 ans, il s'est rendu compte que la guerre ne se terminait pas. Mais regardez ce qui est choquant, à l'accession à la magistrature suprême du président Félix Tshisekedi, il n'y avait pas la rébellion ou l'agression du M23 aujourd'hui. Mais remarquez, c'est quand le chef de l'État a lancé un appel à tous les groupes armés qui opèrent à l'Est de se retrouver à Nairobi dans un dialogue pour leur demander « Vous avez pris des armes, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse pacifier le pays ?» C'est à ce moment-là que le M23, qu'on croyait défaire et qui s'est trouvé en Ouganda, demandera aussi de participer aux négociations ou au dialogue de Nairobi. Le gouvernement va refuser et ils vont entrer à Bunagana. Bon, là où, moi j'ai toujours dit, il y a des complicités dans tous les niveaux de nos institutions, ou encore l'infiltration un peu partout. Et je me souviens encore, il n'y a pas longtemps, je suivis moi-même le porte-parole militaire des opérations Sokola 1 déclarer à la télévision que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Mais ouais. Une autre question, une question directe. Soutiendrez-vous vraiment l'idée d'aller aux élections sans les quelques provinces ou carrément sans certains territoires? Non, moi je soutiens l'organisation des élections à tout prix dans le délai constitutionnel pour consolider la démocratie. Maintenant, il y a Bunagana, il y a Kishishi, il y a d'autres localités occupées par les rebelles. Bon, j'aurais souhaité, ou je souhaiterais plutôt, qu'on organise des élections et pour ces territoires-là, on peut prévoir une jurisprudence, par exemple, quand les rebelles seront défaits, je sais que ça viendra. L'armée est en train de se reconstituer, bien qu'on avait une armée infectée. Il y a l'appui extérieur aussi. Non, moi je ne compte pas sur l'appui extérieur, je suis désolé. Je crois à la pacification du pays seulement avec le maintien ou la défense la défense du territoire par nos forces armées. Je ne crois pas à la force de l'EAC, je ne crois pas à la force de la MONUSCO ou toutes les forces étrangères. Parce que si vraiment les forces étrangères pouvaient aider la RDC à pacifier son pays, c'est plus de 2 décennies. C'est depuis 1999 que nous avons la MONUSCO ici. Il y a eu au sein de la MONUSCO FIB, Force Intervention Brigade, composée des Sud-Africains, des Malawites et des Tanzaniens, qui a été créée pour imposer la paix en appliquant le chapitre 7 des Nations Unies, que la MONUSCO n'a jamais appliqué. On a appelé la force de EAC. Tantôt ce sont des Ougandais, tantôt ce sont des Angolais. Ça, ce sont des distractions. Et regardez une autre déclaration qui nous a encore choqués, celle du président de la Tanzanie, qui déclare que la force de EAC qui arrive à l'Est, elles ne viennent pas en une mission offensive, c'est-à-dire dans une mission d'observation. Ça n'a pas de sens. Or, c'est que la RDC veut aujourd'hui, c'est un partenaire militaire qui puisse nous aider à mettre fin
Oui, oui. à la guerre, À la guerre. à neutraliser ce rebelle du M23. Quelle chance donnez-vous à ces processus électoraux? Ma dernière question. La dernière question, je souhaite qu'il y ait des élections dans le prescrit constitutionnel afin de consolider notre démocratie, peu importe les circonstances. Ça, c'est ça mon désir. Et je souhaite aussi que par des voies militaires, que nos forces armées, malheureusement infiltrées, mais je crois aux nouveaux recrues que le président Tshisekedi a recrutés. Et je crois dans un an ou un an et demi, nous aurons une armée qui pourra non seulement sécuriser le pays, mais protéger le territoire national contre toute forme d'agression qui pourrait venir de l'extérieur. C'est ça même le rôle ou les tâches régaliennes d'une armée, c'est la protection et la défense du territoire contre toute agression venant de l'extérieur. Quand une armée n'arrive pas à le faire, elle n'est pas encore une armée. Et je pense que de la même manière, qu'en accédant au pouvoir en 1965, trouvant la force publique, Mobutu avait déclaré qu'il ne pouvait pas faire confiance à une armée de mutins, parce qu'il y a eu mutinerie en 1960, il fallait former son armée. Je pense que c'est le même cas qu'on a aujourd'hui, avec une armée infectée que le président Tshisekedi a trouvée, infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et je crois, de la même manière qu'on vient de recruter plus de 25 000 jeunes qui ont incorporé les forces armées, la formation militaire prend 1 an et demi au moins. Un peu de patience, je crois de tout mon cœur que l'année prochaine, à partir du mois de mai ou juin, la RDC disposera de son armée forte avec l'appui de la Russie. On pourra pacifier le pays. Il y a un grand espoir. D'accord, merci beaucoup à M. Isaac Ngwenza d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je rappelle que vous êtes directeur de publication de Diaspora Positive Magazine, qui est basé à Londres. Qui est basé à Londres, et vous êtes expert en conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, je poursuis ce journal. Le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la forêt qui vise à sensibiliser le public sur la gestion durable et le rôle environnementaliste de la forêt. Pour cette année, le terme retenu est la forêt et la santé. À cette occasion, un environnementaliste plaide pour l'équilibre entre le besoin illimité des hommes et la capacité des forêts à se restaurer. Il a été joint au téléphone par Patience Lokeke. Le thème de cette année, c'est le forêt et la santé. C'est un thème très interpellateur. Chaque année, le monde, notre planète perd jusqu'à 10 millions d'hectares de forêt. C'est pas peu. C'est vrai que les raisons pour lesquelles il y a déforestation sont des raisons pour subvenir aux besoins quotidiens de l'homme. Mais il est temps de créer un équilibre entre ces besoins de l'homme qui sont d'ailleurs de nature illimitée et la capacité aux forêts à se régénérer, à se restaurer. Parce que pour ce thème, quand on dit que le forêt et la vie, il y a un grand lien, un lien qui l'homme, si par ses actions le biaise, il est en train de se combattre lui-même ou autrement, s'il est sur le banc sur lequel il est assis. La forêt nous donne de la nourriture. La forêt nous donne de l'oxygène qui nous sert à respirer. La forêt participe à la régulation du cycle de l'eau. La forêt est un habitat pour plusieurs formes de vie. Nous devons absolument protéger nos forêts, celles qui existent déjà, mais surtout penser à planter les arbres pour un avenir meilleur et pour un développement durable. Place à présent au dossier du jour. La République démocratique du Congo compte développer son secteur d'entrepreneuriat par les petites et moyennes entreprises. Toutefois, plusieurs facteurs freinent l'atteinte de ces résultats, notamment le manque de financement de projets et l'absence de Congolais dans le secteur bancaire. Comment quitter le désert entrepreneurial dans lequel se trouve la République démocratique du Congo pour le développement véritable de petites et moyennes entreprises en vue de la création de la classe moyenne? Tentative de réponse dans ces dossiers préparés par Fiston Oleko. La République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions de personnes réparties dans un espace de 2 345 000 km². La majorité des populations sont dans la débrouillardise, vivant au gré du taux du jour.
Les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques indiquent que plus de 90% de l'économie nationale est dans l'informel. Bref, il y a une réelle difficulté de voir émerger un véritable entrepreneuriat, surtout des jeunes, une catégorie qui domine dans la démographie. De l'avis des experts, l'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique via les innovations sur le marché et il existe une relation bidirectionnelle entre l'entrepreneuriat d'une part et la croissance et le développement économique de l'autre. L'entrepreneuriat, c'est toute activité génératrice de revenus. C'est en d'autres termes, entrepreneuriat, c'est cette capacité qu'a un homme, une femme, de mettre sur pied une structure qui combine les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques, en vue de créer de la valeur. Et la valeur, ce sont des biens et services pour réaliser aussi les bénéfices. C'est-à-dire l'entrepreneuriat a une double vocation. Économique, parce qu'il génère des revenus, social, parce qu'il crée de l'emploi. Le cas de la République démocratique du Congo, plusieurs facteurs sont à la base des freins de l'émergence de l'entrepreneuriat, alors que le pays compte plus de 600 000 unités à classer dans le rang des petites et moyennes entreprises, selon toujours l'Institut national des statistiques. Au mieux, nous sommes dans un désert entrepreneuriat, au pire, dans un enfer entrepreneuriat. Parce que les conditions qui doivent sous-tendre l'entrepreneuriat ne sont pas réunies. Entre autres, dans un pays où il n'existe pas vraiment un système bancaire crédible, fiable. Parce que la banque a pour vocation de collecter l'épargne, mais aussi de financer l'entrepreneuriat, de financer les entrepreneurs. Mais nos quelques rares banques, entre guillemets, ne sont là que pour collecter les richesses créées par les communautés d'affaires et pour répartir. Donc aucun entrepreneur ne bénéficie d'une ligne de crédit dans notre pays. Vous pouvez avoir l'idée, mais l'idée ne suffit pas. Pour parler des financements, il y a 3 modes de financement. Nous avons le financement par les fonds propres et puis il y a aussi le financement par emprunt ou soit par ressources extérieures. C'est-à-dire, vous allez dans une banque, vous sollicitez un emprunt. Mais aujourd'hui, la majorité des banques hésitent vraiment de prêter aux entrepreneurs une somme de 60 à 70% du montant de l'investissement. Pour le développement de l'entrepreneuriat à travers les PME, le gouvernement congolais n'est pas sans solution. Il a imaginé depuis 2020 le programme national de développement de l'entrepreneuriat qui est composé essentiellement de 3 piliers. Le gouvernement de la République a mis en place depuis juin 2020, c'est un programme, le programme national pour l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, c'est un programme du gouvernement de juin 2020. Et comme je disais tout à l'heure, ce programme se résume en une trilogie de capacitation, donc la formation, d'accès au crédit et puis d'accès au marché. Parce qu'une PME doit savoir ce qu'elle doit faire comme PME. Quand on entreprend de faire des affaires, il faut savoir, il faut être formé, c'est ce que j'appelle la formation, la capacitation. Et quand on est viable, on est formé, il faut pouvoir avoir des moyens pour développer son business, son projet. Il faut accéder à un crédit. Et par la suite, on peut beau avoir un crédit, être formé, mais il faut maintenant aussi avoir un contrat, avoir un marché. C'est en cette trilogie-là, capacitation, accès au crédit, accès au marché, que se résume ce programme-là. Il est difficile de penser à l'émergence ou au développement de la RDC sans le développement des vraies PME. Plusieurs solutions sont proposées par les experts, notamment le fait pour le gouvernement d'encourager la création d'une banque nationale pour le financement de l'économie nationale, mais aussi des sacrifices à faire avec peut-être des allègements fiscaux. Dans tous les pays du monde, même l'État ultra-libéral comme les États-Unis, c'est l'État qui organise les cadres. Créons d'abord l'assouplissement fiscal. Est-ce qu'on ne peut pas décréter une franchise fiscale pour tout, comme on le fait avec les sociétés offshore? Quand les sociétés offshore viennent ici, on a dit que dans 5 ans, vous ne payez pas l'impôt. Créons aussi une franchise fiscale en faveur des jeunes. On dit que tous les jeunes qui terminent l'université et ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ne payent pas ni taxes ni impôts. Mais à côté de ça, il y a des appuis. On donne des moyens. L'État se porte garant auprès de ces banques-là pour qu'il y ait des lignes de crédit en faveur de ces jeunes et pour entreprendre. La solution, elle est très simple. C'est-à-dire, il faut que l'État congolais se prenne en charge. C'est-à-dire de créer une banque.
une banque privée congolaise. Une banque qui aura pour mission de financer les PME. Parce que les PME est considéré comme étant un secteur privé. Elle est considérée aussi en même temps comme étant les poumons de l'économie. Donc on ne peut jamais parler de l'émergence ou soit du développement sans pour autant qu'il y ait un secteur privé efficace. Il est vrai que les efforts sont fournis, mais il y a encore plus d'efforts à faire pour voir émerger une classe moyenne en RDC à travers les PME, moteurs de croissance et du développement économique de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent au-delà de frontières de la République démocratique du Congo. Place à l'international. Selon l'autorité de développement ferroviaire du Ghana, le besoin en financement pour moderniser le réseau ferroviaire ghanéen sont évalués à environ 30 milliards de dollars américains. Cette évaluation s'est faite sur la base de projets prévus dans le plan national de développement de ces types de transports élaboré en 2013 puis mis à jour en 2020. Suivez Voldy Kengi. L'ensemble des investissements consentis par le gouvernement dans le cadre de ces plans est encore faible. Chiffré par l'autorité à des milliards de dollars, jusque-là, 75% des 4000 km de chemin de fer à développer dans le cadre de cette feuille de route nationale ne sont pas toujours construits, relève-t-elle. Le pays de Kwame Nkrumah pourrait s'inspirer des modèles de financement chinois adoptés pour plusieurs projets ferroviaires sur le continent comme au Nigeria, au Kenya ou en Éthiopie. Actuellement, quelques projets d'ampleur sont déjà en cours au Ghana. C'est le cas de sections de la Western Railway pour relier sur 80 km le port de Takoradi, capitale de la région occidentale, et la vallée Ouni, ou de la ligne Temampa-Kadam de 97 km. Et notre contrat a été attribué fin juillet 2022 au consortium Telodibi pour construire des rails qui raccorderont Takoradi à Koumassi. Hormis les maillages prévus de tout le territoire ghanéen, le plan national intègre aussi des extensions du rail vers le Burkina Faso afin de stimuler davantage les importations et exportations de ces pays sans littoral via le port de Tema. Et quittons le Ghana pour l'Éthiopie où la consommation de sucre devrait atteindre un niveau historique en 2022-2023. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture, un volume de 2,15 millions de tonnes est prévu pour être utilisé dans le pays de Négus, soit près de 130 000 tonnes de plus que la campagne précédente. Suivez. C'est un volume de 2,15 millions de tonnes qui est prévu pour être utilisé dans le pays des Négus. Ce stock record permettra à l'Éthiopie de conforter son statut de premier consommateur de sucre en Afrique subsaharienne et de maintenir pour la deuxième année consécutive sa place de second consommateur de sucre du continent africain, derrière l'Égypte qui a 3,48 millions de tonnes et devant l'Algérie qui a 1,88 millions de tonnes. Globalement, le regain de l'utilisation des sucres dans le pays de la Corne de l'Afrique s'explique par la croissance de la demande de l'industrie de boissons et du secteur agroalimentaire dans son ensemble avec l'entrée en service de plusieurs parcs agro-industriels dans le pays ces dernières années. Selon les données du département américain de l'agriculture, la consommation des sucres dans les seconds pays les plus peuplés d'Afrique aura plus que doublé depuis 2018-2019, passant de 832 000 tonnes à plus de 2 millions de tonnes actuellement. Si ces dynamiques de la demande représentent des opportunités d'investissement dans la filière pour l'accroissement de l'offre, il faut noter que pour l'heure, le pays dépend encore majoritairement des achats depuis l'extérieur. En 2022-2023, l'Éthiopie devrait ainsi importer environ 1,76 million de tonnes du produit, soit le troisième volume le plus important du continent derrière l'Algérie et le Nigeria. Il faut dire que dans le pays reste encore en dessous de son potentiel. Alors que le pays d'Abiy Ahmed ambitionnait il y a une décennie d'entrer dans le cercle de principaux fournisseurs mondiaux de sucre, l'offre reste toujours inférieure à 500 000 tonnes par an. Ceci en dépit d'un budget de plus de 2 milliards de dollars américains injecté dans un vaste programme de développement de la filière englobant 10 projets sucrières d'envergure. Une brève dans ces journaux, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable s'élevait à la fin de 2022 à
3372 gigawatts, soit une augmentation de 295 gigawatts par rapport à l'année précédente. Dans son rapport intitulé « Les statistiques sur les capacités renouvelables en 2023 », l'agence note que 83% de toutes les capacités de production d'électricité ajoutées l'année dernière ont été produites par les énergies renouvelables. Pour les continents africains, la capacité en énergie renouvelable a augmenté de 2,7 gigawatts, soit 4,8%. Voilà, une autre façon de vous informer, c'est aussi à travers la revue de presse. Je vous propose la lecture des journaux faite par Enoch Issei. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 21 mars 2023. La proposition sur la modification de l'article 130 du Code du travail, l'adhésion d'Aléa Toundou dans l'Union sacrée de la nation, ainsi que la proposition du projet d'offre politique initié par Adolphe Mozito, tels sont des scintilles sujets ayant animé ce matin les journaux Paris dans la ville. Ouvrons la brèche avec Ouragan qui titre à sa machette la proposition de loi Tchikouma qui révise le Code du travail. Selon l'hebdomadaire, la réforme Tchikouma fera date. Le député élu de la Funa retouche un texte qui va soulager des millions de personnes. On le sait bien, les femmes congolaises en congé de maternité éprouvent énormément de sacrifices. Salariées, elles sont traitées avec la rigueur alors qu'elles endurent et subissent tant de douleurs pour donner la vie. Soucié de changer cet état des choses, le député national Eric Tchikouma propose la modification de l'article 130 du Code du travail pour garantir la totalité de la rémunération due à la salariée qui prend son congé de maternité, écrit le journal. Au journal La Prospérité de renchérir pour dire totalité des droits dits à la salariée en congé de maternité, Eric Tchikouma dans la bataille pour la modification de l'article 130 du Code du travail. L'auteur de l'article précise que cette pratique n'est pas d'une invention congolaise. La plupart des codes du travail de pays de l'Afrique subsaharienne dont nos voisins garantissent l'octroi de la totalité de la rémunération pour maintenir la stabilité des revenus à la femme au moment où elle en a plus le besoin. À l'avenir, Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Les nombres de morts dans la province du Kwilu ne cessent de s'alourdir. À ces jours, la province a enregistré 31 morts dans le camp de réfugiés de Kwamut et de Bagata qui avaient fui les atrocités suite au conflit entre le peuple Teke et Yaka, un conflit qui s'est éclaté depuis juin 2022. Et puis en Éthiopie, la consommation de sucre est attendue à un niveau record de 2,15 millions de tonnes en 2022-2023. Ce stock permettra au pays de Négus de conforter son statut de premier consommateur en Afrique subsaharienne. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Juste après ces journaux, à 21h, juste vous suivrez l'émission Schéma Critique qui vous sera présentée par cher William Albert Kalengai. À la prochaine.